Commence ta journée du bon pied. Avec la balade matinale sur Radio Gina. Avec Canal Box, la fibre qui vous connecte à l'essentiel. Radio vendredi à tous et à chacun. Et pour ceux-là qui sont pressés de tomber dans le week-end, ne vous inquiétez pas, c'est juste 48 heures. Bonjour à tous, nous sommes au vendredi, aujourd'hui vendredi 12 décembre 2025 et tout doucement nous approchons des fêtes de fin d'année. Même comme tous les vendredis, ce sera culturel et nous accueillons une Togolaise réalisatrice que vous allez découvrir dans la balade matinale. Pour l'heure, je vous installe confortablement. Bienvenue à tous. Vous êtes dans la balade matinale bien installée à l'instant avec Enam dans Libation. Je suis Juanita Blavotri et nous accueillons aujourd'hui une scénariste togolaise. Vous connaissez certainement la série Ahoué, n'est-ce pas? Eh bien, nous allons à la découverte de celle-là qui s'est donné le gros boulot derrière pour que cette série soit à votre disposition. Elle s'appelle Madi Foltek, scénariste togolaise titulaire d'un master en études cinématographiques avec une spécialisation en scénarisation obtenue à Regent University aux États-Unis. Elle est donc convaincue du potentiel de son pays et celui du continent africain. Elle décide de venir s'installer ici et d'exercer sa passion. Bonjour madame. Bonjour. Comment ça va? Un plaisir d'avoir un pur talent togolais avec nous sur ce plateau de la balade matinale. Merci beaucoup, merci de me recevoir. Alors, Ahoué, qu'est-ce qui a inspiré ça? Écoutez, je ne sais même plus combien d'années maintenant, je crois 2 ans, avec Angela Kerebo, qui est la co-créatrice d'Ahoué et la productrice. Nous avions décidé de créer un contenu pour les Togolais, par les Togolais. D'accord. Parce que nos séries étaient toujours soit sur Canal+, ou Télé5 Monde, et tout le monde n'y avait pas forcément accès. Et donc on nous demandait tout le temps où est-ce qu'on peut voir vos productions. Ok. Et donc on s'est dit, si on demande aux Togolais, vous voulez du contenu, si on vous demande de cotiser, est-ce que vous allez cotiser pour qu'on vous fasse du contenu? Comme ça, ce sera accessible gratuitement sur YouTube. Et ils ont dit oui. Donc, on n'a pas récolté tout ce qu'il fallait, mais on s'est dit, on va quand même se lancer dans l'aventure. Et on a pu avoir toute l'équipe, les acteurs comme les techniciens qui ont accepté de travailler sur le projet gratuitement. Et c'est comme ça que Ahoué est né. Voilà. Alors, Ahoué est né et ça nous permet aujourd'hui de savoir que les Togolaises peuvent également apporter leur grain de sel à la réalisation de films. Bien sûr, bien sûr. Alors, comment est née cette passion de devenir scénariste ou encore réalisatrice aujourd'hui? Écoutez, moi, c'est scénarisation à 100%. La réalisation, je laisse ça à d'autres personnes. Mais j'ai toujours aimé écrire depuis toute petite. C'est juste que c'était plus des romans, des nouvelles que j'écrivais. Mais je regardais également énormément de films. En famille, comme à l'école, je faisais partie d'un club où on disséquait les films et tout ça. Donc, c'est des années plus tard, parce que moi, j'ai étudié la publicité. C'est des années plus tard, après avoir eu ma licence en publicité, que je me suis dit, il y avait quelque chose qui me manquait, mais je ne savais pas quoi. Donc, j'ai parlé à certains de mes professeurs et il y en a un qui a toujours voulu que je devienne écrivain, qui me dit, mais tu as toujours aimé les films, le cinéma et tout ça, et tu adores écrire. Est-ce que tu as déjà pensé à devenir scénariste? À l'époque, ce n'était pas quelque chose qui me parlait. Je n'avais jamais fait de recherche dessus, donc j'ai fait des recherches et c'était comme si je me sentais chez moi. D'accord. Quand j'ai fait des recherches sur ce que c'était vraiment la scénarisation, je me suis vraiment sentie chez moi. Et j'ai pas fait demi-tour, quoi. J'ai continué. Faire des études donc en scénarisation. Ouais, donc j'ai fait mon master en scénarisation. Ouais. Combien d'années de spécialisation? 2 ans. 2 années très, très, très intenses. Mais voilà, 2 ans, ouais. D'accord. Ouais. Alors, Ahoué, ça fait des années que cette série nous transporte quand même sur nos petits ou grands écrans de télé à la maison ou encore au cinéma. Qu'est-ce qui a inspiré la création d'Ahoué? C'est vrai, il y a cet amour-là pour le continent, cet amour pour la terre natale, mais y a-t-il autre chose pour apporter ce nom Ahoué? Quand on dit Ahoué, chez nous, on sait tous ce que c'est.
Avec Angela, en fait, l'idée, c'était que depuis le début, on travaillait avec, comme j'ai dit, Canal+, TV5 Monde. Et donc, faire un truc pour les Togolais, par les Togolais, c'était pour nous revenir à la source, revenir aux origines, en fait, à nos racines. Et donc, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait raconter qui parlerait, en fait, aux Togolais. Et Angela et moi, on est des repates, donc on a vécu en Occident et on est revenu. Donc il y a certaines choses qu'on a vues. Enfin, il y avait un nouveau regard en fait par rapport à comment les choses se faisaient ici, ce qu'on a appris en Occident et ce qu'on voit ici. Comment jumeler les deux. Et on s'est dit, pourquoi ne pas partir de notre expérience en fait. Tout comme quand j'étais rentrée au début, funérailles sur funérailles, les réunions de famille, il faut faire ça. Mais quand il s'agit de sortir l'argent, personne ne sort l'argent. Voilà. Donc, on s'est vraiment inspiré de notre expérience, en fait, et on a ajouté tout ce qu'on a vu, les réalités du pays. Donc, on s'est dit, si on veut raconter quelque chose aux Togolais, racontons leur réalité. Leur réalité. Ouais. Et que raconte réellement Ahoué? Alors, Ahoué, du moins la première saison, c'est l'histoire de ce jeune qui s'appelle Eli, qui a vécu en France pendant près de 10 ans et qui n'est jamais rentré. Mais là, il doit rentrer parce que sa mère est décédée. Et donc, pour lui, il va revenir rapidement, l'enterrer et puis repartir. Sauf que les choses ne se passent pas toujours comme ça. Donc, quand il vient, c'est tout un truc avec la famille, les secrets de famille, les tensions. Tout est ravivé, en fait. Les raisons pour lesquelles il ne voulait pas rentrer au début. Et donc, il doit faire face à ça, à la culture, en fait, au choc de la culture qu'il a fui pendant des années. Et il va voir s'il peut essayer d'enterrer sa mère finalement ou pas. Voilà. Combien d'années ça a pris d'écrire Ahoué, enfin la première saison? Ça n'a pas pris du temps. Une fois qu'on a lancé ce truc, que les Togolais, ou du moins les amoureux aussi du Togo étaient pour, je crois que j'ai écrit en moins d'un mois. Moins d'un mois, pour toute la première saison. J'étais inspirée. Waouh. J'étais inspirée. Ouais, wow. C'est ça. Ouais, c'est la saison 2 qui m'a pris plus de temps. D'accord, parce qu'il fallait créer d'autres scénarios. Oui, et puis il fallait, c'était plus long. La première saison, les épisodes faisaient à peu près 30 minutes. Là, on est parti sur 1 heure. D'accord. Donc, c'est plus long et donc ça m'a pris plus de temps parce que c'était aussi un peu plus drame. Il fallait explorer certains thèmes, donc ça m'a pris plus de temps. Ouais. Alors, si nous laissons un peu Ahoué de côté, comment est-ce que l'écriture a commencé pour vous en tant que scénariste? En tant que scénariste, de façon officielle, tout a commencé, on va dire, quand il s'agit des films et des séries, tout a commencé quand j'ai décidé de devenir scénariste. Et donc, j'ai commencé à faire des études. Avant même de faire les études? Non, justement. Parce qu'avant ça, c'était des romans que j'écrivais. D'accord. Donc là, une fois que j'ai commencé à faire des études de scénarisation, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'adore. Et donc, je venais souvent à Lomé pour, disons, tester, voir ce qu'il y avait ici, s'il y avait un besoin de scénariste. Et quand je me suis rendu compte qu'il y en avait, dès que j'ai fini mes études, je crois que j'ai fait peut-être 1 an là-bas et je suis revenue ici. Donc, j'ai travaillé avec une boîte de production, une école aussi qui s'appelait Écran, école de cinéma. Et donc, j'ai commencé comme ça, avant de travailler avec Yobo Studio, avec Angela Kiribou et Jean-Luc Rabatel. Donc, c'est comme ça que tout a commencé, parce qu'on avait la même vision, on avait cet amour-là du pays, on voulait raconter nos histoires, en fait. C'est vraiment comme ça que tout a commencé. Alors, l'écriture d'un roman et l'écriture d'une série, apparemment, ça diffère. Hein. Ah ouais, c'est pas la même chose. L'écriture d'un roman et d'un scénario, on va dire, dans un roman, on se concentre sur la vie intérieure des personnages parce que c'est sur les pages. Oui. Donc, il faut faire ressortir la vie intérieure, ce que le personnage pense et tout ça. Et puis, la plupart... Bon, maintenant, les choses changent, mais dans les romans, on écrit au passé simple, à l'imparfait et tout ça. Dans un scénario, c'est le présent, toujours, le présent de l'indicatif. Et on se concentre sur l'aspect visuel. Donc, si la personne pense quelque chose, on est obligé de le montrer, de le peindre d'une certaine façon pour qu'on comprenne ce que la personne pense, parce que la caméra ne va pas aller à l'intérieur de la tête de la personne. C'est pas Tom et Jerry. Donc, on se concentre. C'est pour ça qu'on dit « show, don't tell ». Il faut toujours montrer au lieu de dire. Donc, c'est la puissance visuelle, en fait, qui fait tout dans le scénario.
Est-ce qu'il arrive au moment de la réalisation de changer une partie de votre scénario, de l'écriture qui a été à la base? Oui, c'est possible. C'est possible sur Ahwe, Oui. la saison 2. Il y a des choses qu'on a changées parce que sur la première saison, je n'étais pas présente. Même s'il m'appelait pour savoir, OK, ça, si on change, est-ce que ça va changer quoi que ce soit dans l'histoire? L'idée aussi, c'est pour ça que parfois, c'est bien d'avoir les scénaristes sur le plateau. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être changées, qui changent le cours de l'histoire. Donc, on doit toujours faire attention à ce qu'on change. Mais parfois, on est obligé de s'adapter à ce qui se passe sur le plateau. S'il y a, je ne sais pas, on doit tourner dehors, qu'il y a la pluie, est-ce qu'on peut refaire de façon à ce que ça soit à l'intérieur? Donc, il y a des choses comme ça qui sont changées. Je peux proposer une mise en scène et le réalisateur, il se dit, j'ai besoin que ce soit beaucoup plus dynamique. Donc, au lieu qu'il soit assis, je décide qu'il bouge. Donc, oui, il y a des choses qui sont changées tant que ça ne change pas l'essence de l'histoire. Ouais. Quel a été le premier projet de Madi en tant que scénariste? Wow. Ça fait tellement longtemps. En tant que scénariste, je crois que c'est Les mots qui manquent. C'est le tout premier truc que j'ai fait ici. C'est un court-métrage que j'ai tourné avec la productrice dont je parle, qui s'appelle Akereboro aussi, Christelle Akereboro. Et donc, c'est le tout premier que j'ai fait quand je suis rentrée. Écrit d'une certaine façon, on va dire... vous savez, quand vous êtes de l'autre côté, vous voyez le pays d'une certaine façon. Et quand vous rentrez, la réalité est tout autre. Donc, vous devez repenser les choses. Il y a toujours. Donc, je vois la différence entre des trucs que j'ai écrits au début et maintenant. Parce qu'une fois qu'on s'imprègne, on voit des trucs, on se dit, ah ouais, ça là, c'est quand tu étais là-bas. Ça se passe pas vraiment comme ça. Donc, oui. Donc, ça, c'était Les mots qui manquent. C'est sur YouTube, d'ailleurs. Ouais. Oui, on retrouve ce scénario sur YouTube encore aujourd'hui. Ouais. Ça a été tourné en quelle année? Je suis rentrée en 2014. Ça a été tourné en 2014. D'accord. Ouais, en 2014, ouais. Les mots qui manquent. Ouais. C'est donc le premier projet de la scénariste que nous découvrons ce matin. Pour vous qui nous rejoignez, vous faites bien d'être dans la balade matinale. Alors, nous parlons donc de cette créatrice de la série Ahwe. Oui, qui passe en ce moment sur vos chaînes, ceux-là qui ont Canal+, bien sûr, vous pouvez regarder cela. Alors, si on s'intéresse un peu plus à la deuxième saison qui a commencé tout récemment, c'est toujours le même scénario qui se poursuit, cette vision de celui-là qui a vécu longtemps hors du pays, qui revient, ou qu'est-ce qui a été fait dans cette deuxième saison? Ok, déjà, la série, c'est sur YouTube. Ensuite, non, l'histoire de ce jeune homme-là qui s'appelle Eli est terminée. D'accord. Parce que je ne voulais pas les tirer juste pour... Puisque à la base, on ne devait pas avoir de suite. On ne devait pas avoir de saison 2. C'était une saison unique. D'accord. Et donc, quand les gens commençaient à demander une suite, j'ai réfléchi à ce qu'on pouvait raconter. Et donc, son histoire à lui est finie. Là, on se concentre sur sa sœur, sa grande sœur qui s'appelle Enam. Dans la première saison, elle était mariée, femme au foyer... et disons que elle n'avait pas forcément confiance en ses capacités, on va dire. Mais là, son frère l'a convaincue de reprendre les rênes de l'entreprise familiale maintenant que leur maman n'est plus là. Oui. Donc, on se concentre sur elle. Elle, en tant que, disons, nouvelle patronne, sans aucune expérience de gestion au préalable, avec, disons, les doyennes dans l'entreprise qui essaient de lui mettre les bâtons dans les roues. On a également notre cher Cyprien, qui est le papa d'Enam et d'Eli, qui va vivre pas mal d'aventures dans cette saison-là. Ouais. Et on a Harris, notre cher Harris, qui est le meilleur ami d'Eli et maintenant le compagnon de Enam. Voilà. Donc, on se concentre sur ces gens-là. On ne peut pas oublier Socrate, notre cher philosophe. Donc, on a plus mis ces gens-là en avant. Chacun a... on va dire, ces démons qu'il combat. Voilà. Et ce deuxième scénario, cette saison 2 a été aussi fluide à écrire comme la première saison en un mois. C'était pas ça a été écrit en combien de temps? Peut-être que j'ai pris entre 2 et 3 mois. D'accord. Ouais, parce que là, il fallait, déjà parce que c'est plus long, et il fallait aller plus en profondeur parce qu'on a effleuré certaines choses brièvement dans la première saison. Mais là, l'idée, c'était vraiment de rentrer en profondeur. Donc, il me fallait déjà faire un peu plus de recherche par rapport à,
gestion d'entreprise et tout ça, c'est pas quelque chose que moi je maîtrise. Donc, quand il s'agit de ça, il faut faire des recherches et j'avais pas d'inspiration. Voilà, justement, j'allais poser la question. J'avais pas d'inspiration. Lorsque vient de ces jours où ces pages blanches dans la tête, on n'arrive pas à avoir d'inspiration, qu'est-ce que vous faites? Quand c'est comme ça, je m'éloigne du scénario parce que si je force, rien de bien va sortir. Donc, je m'éloigne, je fais une pause et donc je fais quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec l'écriture. Et quand ça commence à venir, je reviens et je me mets à travailler parce que j'ai introduit aussi de nouveaux personnages. Et donc, l'idée, c'était de voir comment tous ces personnages-là, on pouvait les lier, en fait. Comment lier tous ces personnages-là, le personnage de Socrate, parce qu'on voulait qu'il soit beaucoup plus présent, comment le lier à tous ces personnages principaux. Donc, ça m'a pris un peu de temps pour mettre toutes les pièces du puzzle ensemble, quoi. Est-ce que ça veut dire que Madi écrit toute seule? Pas tout le temps, mais la plupart du temps, oui. Parce que sur une de mes séries Oasis, j'ai écrit avec Angela Kiriburu, sur Hospitalité, une série médicale qu'on avait écrite, je sais pas, il y a quelques années maintenant. On a écrit, il y avait quand même peut-être 4 ou 5 autres scénaristes. Donc, c'est pas toujours, tout dépend. Mais sur cette saison, j'ai écrit toute seule, ouais. Comment est-ce que vous créez vos personnages? Comment est-ce que vous construisez la vie de ces personnages-là? Est-ce du vécu que vous prenez ou dans votre tête à vous toute seule, vous imaginez des choses? Les deux. Vous savez, la fiction, on part toujours de la réalité. Parce que plus on est proche de la réalité, plus les téléspectateurs s'identifient à ce qu'on écrit, ça résonne en eux. Donc, les personnages, parfois, ça peut être des gens que j'ai rencontrés dans la vie. Et donc, j'ajoute une grande dose de fiction. Parfois, c'est des gens que je crée comme ça dans ma tête, mais je dois leur donner des caractéristiques humaines, on va dire. Que quand les personnes, les téléspectateurs voient ce personnage, ils se disent « Ah, je connais quelqu'un comme ça ». C'est comme les tantes dans Ahoué. J'ai reçu pas mal de messages de gens qui me disent « Ah oui, j'ai une tante comme ça, j'ai une tante comme ça ». Donc, c'est de partir de la réalité, mais d'ajouter une grande dose de fiction, en fait. Donc oui, je prends énormément de temps pour construire les personnages parce qu'il faut qu'ils fassent vrai, en fait. Ouais. Alors, quelle importance accordez-vous au message véhiculé par ces personnages? Parce que tout à l'heure, vous le disiez, il y a des gens qui identifient peut-être leur tante, leur oncle ou encore... est-ce que c'est un message ciblé que vous envoyez? Pas toujours, non. Mais c'est en tant que scénariste, on a, disons, une responsabilité. On doit faire attention au message qu'on véhicule. Le Togolais n'aime pas qu'on lui dise quoi faire. Le Togolais n'a jamais aimé ça. Donc, l'idée, c'est de faire passer des messages de façon subtile. On divertit le public, mais en même temps, il y a des messages qui passent. Ils ne se disent pas forcément « Ah, j'ai retenu ça ici », mais c'est que ça a un impact quand même. Donc, c'est pour ça que même quand je fais mes formations en atelier d'écriture, je dis toujours aux apprentis scénaristes, vous devez faire attention aux messages que vous véhiculez. Par exemple, si, je ne sais pas moi, il y a une femme qui subit une violence domestique et que dans le film, elle meurt. Vous la faites mourir, pourquoi, en fait? Quel message est-ce que vous envoyez à cette personne-là dans la vie qui est en train de vivre ça? Est-ce que vous ne pouvez pas introduire peut-être des associations qui aident ces femmes-là? Voilà. Donner de l'espoir à ces gens. Il ne faut pas faire mourir les gens pour faire mourir les gens, en fait. Donc, on doit toujours faire attention. C'est vrai, il y a on va dire des méchants, il y a des gentils, mais c'est toujours gris. Personne n'est blanc, personne n'est noir. Oui. Donc, on doit toujours faire attention à ce qu'on véhicule comme message, quoi. Voilà. Jusqu'ici, est-ce que vous pensez que vos messages retentissent réellement comme vous le souhaitez à la base? Je crois, parce que parfois, c'est plus que ce que j'avais imaginé. Surtout sur Ahoué, les témoignages qu'on a reçus, l'impact que ça a eu sur les gens. Il y en a qui m'ont dit qu'ils ont parlé soit à leur mère, soit à leur père. Parce qu'ils avaient des tensions, des fissures dans la famille et qu'il n'y avait pas de dialogue, que ça les a poussés à ouvrir cette porte-là. Donc, parfois, quand j'écris, je n'imagine pas forcément que ça ira dans une certaine direction, mais sur Ahoué, j'ai été vraiment bluffée par l'impact que ça a eu sur les gens. Ouais. Ça, c'est parce que vous avez été près de la réalisation jusqu'à la fin que ça s'est passé comme ça, j'imagine. Non, pas du tout. Sur la première saison, je n'étais pas du tout présente sur le plateau. Et vous aviez toujours les retours? Oui. Oui. Puisque le public, après, a accès à ça. Mais ça part de l'écriture, en fait. Bon, ce que j'ai écrit, c'est ça que le réalisateur prend ou la réalisatrice prend
pour pouvoir transmettre, en fait, voilà, ouais. Alors, quelles difficultés principales rencontre-t-on en tant que scénariste, surtout dans le milieu de l'audiovisuel? C'est tellement vaste. Alors, difficulté, ça peut être aussi, bon, déjà, inspiration. Il faut qu'on soit inspiré pour pouvoir écrire. Mais ça peut être aussi, je crois, ce que moi j'ai rencontré au début, c'était l'ignorance autour de mon métier. Voilà. Parce que maintenant, c'est plus, enfin, c'est mieux qu'avant. Mais les gens n'ont pas idée de ce que c'est, en fait, vraiment ce que ça implique d'être scénariste. Ils ne savent pas que tu peux être enfermé dans un univers pendant 6 mois, pendant 1 an, à écrire. Et donc, quand tu dis, je ne sais pas, quand on te sollicite pour une conférence, un atelier, tu dis, je suis en train d'écrire, ils ne comprennent pas que je ne peux pas laisser cet univers-là pour aller dans un autre univers. Donc, il y avait cette ignorance-là. Ils ne savent pas non plus tout le travail que ça implique. Parce qu'on te propose, disons, on va dire des miettes, en te disant, ah oui, c'est la réalité du pays. Oui, mais moi aussi, je travaille, quoi. Donc, c'est cette ignorance-là qui était le plus grand, pas forcément obstacle, mais la plus grande difficulté au début, le plus grand challenge. Et puis, ben, il y a les problèmes budgétaires aussi, parce que vous savez comme c'est dans notre pays. Donc, il y a parfois, quand on écrit, il y a des contraintes budgétaires. Donc, il faut... sur la saison 2, par exemple, ben, on n'a pas obtenu ce qu'on voulait pour la cagnotte. Donc, on a dû enlever certains personnages, justement, parce qu'on ne pouvait pas payer tout le monde. Donc, il y a des contraintes budgétaires où il faut être très créatif pour surmonter ces contraintes-là. On te dit, dans cette salle, par exemple, la salle est assez petite, donc on ne peut pas avoir plus de 4 personnages à la fois. Donc, comment est-ce qu'on gère ça ? On te dit, ah non, là, ce personnage doit partir. Maintenant, si ce personnage part... Ça relève donc du réalisateur, c'est ça ? Réalisateur, producteur. La plupart du temps, c'est le producteur qui te... Parce que c'est le producteur qui gère les sous. Donc, il te dit, ah ça, ici, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Qu'est-ce que tu peux nous proposer ? Donc, c'est là où il faut repartir. Et donc, c'est la créativité. C'est la créativité. Donc, quand on est fatigué... mentalement, parce que moi, en tant que scénariste, c'est la fatigue mentale qui prime, pas la fatigue physique, la fatigue mentale. Donc, quand on est fatigué mentalement, on ne peut pas créer. On ne peut pas créer. Donc, c'est budgétaire, c'est mental, c'est côté créatif, quoi. Ouais. À la base, pour être scénariste, il faut attendre d'avoir un producteur, un réalisateur, ou on peut soi-même se lever, créer son petit scénario ou son film totalement à soi, et ensuite aller confier la réalisation, la production à quelqu'un d'autre. Ouais, on peut faire les deux. En tant que scénariste, on est censé écrire tout le temps. On ne va pas forcément attendre un producteur. Donc, on peut avoir plein d'idées et puis on décide d'écrire quelque chose. Parce que tu peux rencontrer un producteur quelque part, en plein milieu de la rue, te dit, OK, tu as quelle idée? Pitch-moi ton idée. Si tu n'avais rien créé auparavant, c'est là où tu balbuties et tout ça. Ou bien, il y a un producteur qui t'approche et qui te dit, soit est-ce que tu as déjà une idée ou j'aimerais que tu écrives ça. Voilà l'idée. Et donc, à partir de ça, tu crées tout un univers. Oui. Ou bien, il y a des producteurs qui arrivent déjà avec, on va dire, l'idée, les personnages et tout ça. Et donc, tout ce que toi, tu as besoin de faire, c'est d'écrire les épisodes ou d'écrire le film, en fait. Donc, ça va vraiment dans les deux sens. Ouais. D'accord. Alors, quel sujet aimeriez-vous explorer dans le futur? Parce que jusque-là, on sent beaucoup d'ancrage dans la société africaine, dans le terroir. Quel sujet aimeriez-vous aborder dans le futur? C'est très intéressant comme question. Écoutez, j'ai toujours aimé nos histoires parce que je dis, on a tellement d'histoires à raconter. Je préfère que ce soit nous qui racontions nos histoires plutôt que les autres. Donc, on a énormément d'histoires à raconter. Donc, je crois que je raconterai toujours nos histoires. Mais j'aimerais bien aller dans le passé. Quand je dis le passé, l'époque de Soundiata Keita... Parce qu'on a tellement de belles histoires, ces empires-là de l'époque. Mais pour ça, il faut beaucoup d'argent parce que les films d'époque coûtent énormément d'argent. Oui. Mais j'aimerais bien raconter une histoire du passé comme ça. Ouais. De la modernité, de cette intelligence artificielle ou encore de la technologie que nous vivons aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a rien à tirer aussi? Écoutez, là...
L'intelligence artificielle est là. On peut pas ignorer sa présence. Je me dis que si c'est utilisé intelligemment, ça peut nous aider. L'erreur à faire, c'est de confier le scénario à l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle n'a pas l'émotion que nous, on a en tant qu'être humain. L'intelligence artificielle peut sortir quelque chose, mais il y aura toujours un manque, à mon avis. Donc, si on peut être intelligent et utiliser ça à bon escient, genre, est-ce que c'est, je sais pas moi, tu crées quelque chose et donc tu demandes à l'intelligence artificielle qu'est-ce que tu en penses, quels sont les axes d'amélioration, des trucs comme ça, mais pas faire écrire le scénario à... Totalement, c'est pas, franchement, c'est pas. Pour moi, il y a toujours quelque chose qui manque. Ouais. Donc, on conjugue avec l'intelligence artificielle, quoi. Oui. Ouais. Alors, forcément, les jeunes voudront s'identifier à vous, que ce soit fille comme garçon, et l'on doit se poser des questions derrière. Est-ce que devenir scénariste, ça fait gagner son âme? Est-ce qu'on peut vivre de cela? C'est vrai, vous avez évoqué des difficultés, mais est-ce que c'est un métier qui fait vivre son âme? Pour le moment, au Togo, non. Pour le moment, au Togo, non, parce que je travaille sur des projets panafricains. C'est ce qui me permet de vivre, parce que je ne fais que ça. Mais pour le moment, au Togo, on n'en est pas encore là. Ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas, parce que moi, ça fait 11 ans que je suis là. Les choses évoluent lentement, mais les choses... petit à petit. Mais pour le moment, non. Le truc, c'est de ne pas forcément se dire que je ne vais travailler qu'au Togo. On peut être basé au Togo et travailler sur d'autres projets. C'est ça aussi, être scénariste, c'est qu'on peut travailler à distance. À moins que la production ne demande que vous soyez présent. Voilà. Mais sinon, au Togo, pour le moment, ce n'est pas encore ça. Donc, s'il y a un conseil à donner peut-être à la jeunesse, ce serait ne vous y aventurez pas encore ou... Non, jamais. On a besoin de tellement de scénaristes togolais. Plus on en a, plus il y aura cette concurrence-là. Non, moi, je dirais toujours, lancez-vous. Parce que c'est un domaine passionnant, mais si on doit s'y lancer, c'est qu'on le fait, il n'y a pas de demi-mesure, quoi. Être scénariste, c'est qu'on doit regarder énormément de films, c'est qu'on doit lire énormément, avoir un vocabulaire riche. On ne peut pas être scénariste et ne pas avoir une culture cinématographique. Et donc, si vous voulez le faire, c'est que vous le faites vraiment. Bien. Quoi. Voilà, et bien, parce que ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est un métier parfois très solitaire, parce que vous êtes bloqué dans cet univers-là. Vous écrivez un long métrage pendant 1 an, pendant 6 mois, vous êtes dans cet univers-là. Donc, parfois, ça peut être très solitaire, mais c'est tellement passionnant que l'idée, c'est de pouvoir, plus on travaille, plus on fait connaître son travail et plus on est remarqué ailleurs. Donc, c'est pas juste, vous pouvez être scénariste, mais ne vous cantonnez pas qu'au Togo. D'accord. Voilà. Alors, comment voyez-vous l'évolution donc de ce métier de scénariste dans le temps? Comment est-ce que ça va évoluer? Je crois qu'on aura beaucoup plus de scénaristes dans le futur, parce que par rapport à quand moi j'étais là, que les gens ne savaient pas ce que c'était un scénariste, à maintenant. Qu'est-ce qui se faisait alors? Il n'y avait pas, on va dire, il n'y avait pas de scénariste officiel. Quand je dis scénariste officiel, formé en tant que scénariste. Les gens, peut-être qu'ils avaient des ateliers ici et là, et donc ils écrivaient, ils faisaient avec les moyens de bord, mais il n'y avait pas forcément de quelqu'un qui avait fait des études de scénarisation. Donc maintenant, de plus en plus, on en parle, et donc il y a pas mal de jeunes qui viennent vers moi parce qu'ils se disent, OK, j'avais toujours aimé ça, mais je ne savais pas qu'il y avait un nom. Vous voyez, donc là, par exemple, cette année, j'ai lancé la première édition d'atelier d'écriture, la Madi Foltech Academy, et j'ai eu pas mal de personnes qui étaient là. Et donc, par rapport à avant, je vois qu'il y a de plus en plus cette soif-là d'apprendre à écrire, en fait. C'est pour ça que je me dis que dans le futur, on va avoir beaucoup plus de scénaristes, parce que tout le monde comprend, en fait, que sans scénariste, il n'y a pas de film. Parce que moi, j'ai reçu en fait, des réalisateurs sur ce plateau qui étaient eux-mêmes leurs propres scénaristes. Ils ont écrit des scènes sur je ne sais pas combien d'années qu'ils ont gardées au chaud quelque part avant de sortir ça. Voilà, parce qu'il fallait parfaire le tout et ça a mis du temps à être réalisé finalement. Il y a des films comme ça, parce qu'il y a des gens qui sortent des films et c'est un grand succès parce que ça fait 10 ans qu'ils travaillent dessus. Voilà. C'est pas juste écrire, se précipiter. Quand il y a des commandes, on n'a pas le choix. Mais les projets personnels comme ça, il faut prendre le temps de vraiment... C'est pour ça, quand j'écris, je laisse poser. Et peut-être 1 an après, je sors, je dis,
qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Il faut que je corrige ça. Donc oui, il y a des scénaristes, il y a des réalisateurs qui sont scénaristes aussi, ou parce qu'ils ne trouvent pas des scénaristes, ils sont obligés d'écrire eux-mêmes. Voilà. Mais je crois qu'on aura beaucoup plus par rapport à avant. D'accord. Ouais. Toujours en constante création, on va dire. Madi promet certainement d'autres choses à venir plus intéressantes encore que la série Ahoy que nous suivons actuellement, ou Aziz que nous avons suivi avec beaucoup de passion également, n'est-ce pas? Oui. Là, actuellement, on est en train de travailler sur un long métrage sur les Nana Bands. Je ne peux pas encore en dire plus, mais il y a un projet comme ça sur lequel on a commencé quelques ébauches. Ouais. D'accord. Alors, pendant vos années d'études pour travailler à devenir scénariste, quelle a été la difficulté? Est-ce que c'était les moyens ou qu'est-ce qu'il faut rencontrer comme difficulté si l'on choisit le chemin que vous avez choisi? En tant que scénariste, je crois que c'est plutôt l'intensité du programme, en fait. Parce que quand j'étais allée visiter l'école, avant de commencer, il y avait on va dire les anciens qui nous disaient c'est très intense, donc préparez-vous. On se dit ils sont juste paresseux. Mais quand on est arrivé, c'est extrêmement intense. Vraiment très intense parce que en même temps, on nous apprend l'histoire du cinéma, mais en même temps, on doit lire tellement de livres. C'est là où j'ai commencé à mettre des lunettes. Par semaine, on lit tellement de livres, on regarde tellement de films parce qu'il faut faire des résumés, il faut savoir disséquer. Et en même temps, vous écrivez des scénarios à côté. C'est très intense, mais quand il y a la passion, donc je crois que c'est vraiment... l'idée, c'est de ne pas se dire que c'est facile. Aller dedans en se disant c'est facile, c'est pas facile. Déjà, le master, de façon générale, peu importe le domaine, c'est quand même assez intense. Oui. Mais là, c'était super, très, très, très intense. Pourquoi l'avez-vous fait aux États-Unis? Est-ce qu'il n'y a pas ce genre d'études chez nous ici sur le continent africain? Sur le continent, oui. Au Togo, pour moi, pas encore. On n'en est pas encore là. Sur le continent, de plus en plus, oui. Au Sénégal, je sais qu'il y a une école de cinéma. Au Burkina Faso, mais j'étais déjà aux États-Unis, en fait. D'accord. J'ai fait mes études supérieures aux États-Unis. Donc, quand j'ai fait la publicité, c'était aux États-Unis. Donc, le master, j'allais continuer là-bas parce que l'idée, c'était d'aller faire des études et de revenir au pays. Ça avait toujours été l'idée, en fait. Donc, oui, si je dois apprendre la scénarisation, j'apprends chez les meilleurs. D'accord. Ouais. Nous allons donc revenir à la série Ahoy, qui est à son deuxième épisode, à sa deuxième saison aujourd'hui. Combien d'épisodes retrouvons-nous dans la série Ahoy? Là, nous avons 4 épisodes. 4 épisodes d'1 heure approximativement. Et c'est par rapport aux contraintes budgétaires. Et il y aura d'autres séries qui vont se rajouter? Pour le moment, non. Parce que s'il n'y a pas d'argent, on ne fait pas de série. Donc, si le Togolais veut des séries, qu'il nous donne de l'argent et nous, on fait. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on fait pour financer ou encore apporter son l'idée, c'est parce que c'est Végon, l'association Végon qui chapeaute Ahoy. Donc, si les gens veulent donner, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. On est sur tous les réseaux sociaux. Même la web-série Ahoy, on est sur Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. Donc, s'ils veulent nous aider, il n'y a pas de souci, qu'ils nous contactent. On est là, on prend. Alors, vous avez parlé de Ahoy sur YouTube. C'est exclusivement sur YouTube que l'on retrouve la série? Oui, c'est ça. Exclusivement. Donc, on va sur YouTube, on tape Ahoy, web-série. C'est accessible. Oui, très accessible. Sans paiement, sans abonnement, rien du tout. Ouais. C'était ça l'idée. C'était ça ce qu'on avait conclu avec la communauté depuis le début. Que si vous voulez quelque chose d'accessible gratuitement, envoyez les sous et on fait. Et ce sera toujours... ça a été fait. Ouais. Enfin, on n'a pas atteint notre objectif, mais on s'est dit, avec ce que les gens ont contribué, on va quand même proposer quelque chose. Ouais. Et c'est toujours comme ça que ça se passe pour les scénarios de Non, parce que dans d'autres pays, avec le succès que Ahoy a eu, normalement, dans d'autres pays, on nous aurait financé. On croise les doigts qu'il y ait financement. Alors, quelle est la fréquence de diffusion de la série sur YouTube? Alors, c'est tous les vendredis à 19h, 00. Mais il y a toujours un live chat sur YouTube. Donc, soyez là 5-10 minutes avant. C'est toujours très chaud dans le chat avant que la série ne commence. D'accord. Ouais. Vous êtes donc présente dans le chat? Oui, je serai présente, ouais. Ah, ouais.
Voilà, qui est encore plus toute l'équipe sera présente. Ouais. D'accord. Et comment les cinéphiles ont accueilli la saison 2? Ils étaient plutôt contents parce qu'ils ne s'attendaient pas justement parce que ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas eu de nos nouvelles. Et donc, ils étaient agréablement surpris quand on a annoncé, je crois, une semaine avant, que Ahoué allait sortir. Et donc, une fois que c'est sorti et qu'ils ont retrouvé leur personnage préféré, il y avait énormément d'enthousiasme. Et ça, on dit merci vraiment à tout le public. Quoi. Ouais. S'il faut réécrire, qu'est-ce que vous ajouteriez S'il faut réécrire Ahoué à ce scénario? Peut-être que j'ajouterais le policier Ibrahim qui... insulte les gens tout le temps, machati. Ça aurait été bien d'avoir quelque chose entre lui et Socrate, le philosophe, par exemple. Ouais. Mais bon, on devait faire avec les moyens de bord. J'aurais bien aimé l'avoir dans le scénario. Ouais. D'accord. Ahoué, la série... la scénariste d'Ahoué qui nous fait honneur de sa présence ce matin dans la balade matinale. Elle a fait ses études aux États-Unis. Elle décide de revenir au pays donc pour mettre son expérience à profit de son pays. Nous découvrons donc ses scénarios. On a eu à parler de Oasis, on a eu à parler d'Ahoué, les mots qui manquent. Ouais. Parlez-nous un peu des autres... scénario de alors, il y avait Hospitalité qui était une série médicale. C'est avec ça qu'on a commencé notre expérience en audiovisuel. C'était également sur YouTube. C'était sur TV5 Monde. Sur TV5 Monde. Et c'était accessible partout parce que TV5 Monde a un site. Vraiment, c'était gratuit. Il y a également Mikoko, un projet de long métrage qui est sorti cette année. C'était en collaboration avec la Commission des droits de l'homme et l'Union européenne et puis le CACIT. Ça parlait de quoi? En fait, c'était pour sensibiliser les gens sur leurs droits, en fait, de façon générale. Et donc, on nous avait demandé de créer une histoire. Et on s'est dit, on ne va pas écrire l'histoire comme les gens le font à chaque fois pour sensibiliser, parce que, comme j'ai dit, le Togolais n'aime pas qu'on le sensibilise. Et donc, on a décidé d'écrire cette histoire-là d'une femme qui est commerçante dans un marché. Et son mari, qui est le maire, a décidé de raser le marché pour le remplacer par un centre commercial. Donc, elle décide qu'elle doit tout faire pour préserver le poumon, en fait, de la communauté, quoi. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va devenir la rivale de son mari? Voilà. Mais bientôt, ce sera disponible gratuitement, puisque c'est une commande de l'Union européenne. L'idée, c'est que ce soit accessible vraiment à tout le monde. On a gagné beaucoup de prix avec ça. C'était une belle surprise parce que c'est en français et en mina. Mais le fait que ça ait pu voyager, que ça parlait au monde entier, en fait. Ouais, c'était une belle surprise. Ouais. D'accord. Voilà. D'autres créations? J'ai écrit pas mal de choses, mais là... On ne se retrouve pas. Ouais, je crois que Mikoko était le plus récent. Ouais. L'interrogatoire avec le policier Ibrahima. On a décidé de faire un petit spin-off avec le policier. Cette fille-là qui va au commissariat pour... déclarer la perte de sa carte d'identité. C'est devenu un truc rocambolesque avec le policier. Elle passe toute la journée là-bas juste pour un processus assez simple. Mais ça, c'est nos réalités. Hein. C'est nos réalités. C'est pour ça qu'on l'a fait en comédie. Parce que si on l'avait fait en drame, c'est sûr qu'on nous aurait convoqué quelque part. C'est nos réalités. Oui. Et les gens se sont retrouvés dedans parce que c'est nos réalités. Voilà. Donc voilà. Est-ce que j'ai écrit... Je crois que j'avais écrit un fast film, un film... Ouais, un truc qu'on avait fait au début. J'ai écrit pas mal de choses. D'accord. Ouais. Je pense qu'on va vous laisser souffler un tout petit peu parce que là, on vous a tellement fait parler. On parle d'Ahoué, saison 2, mais c'est quoi réellement pour ceux-là qui savent pas ce dont on parle? Je vous propose un petit extrait avant de revenir à Madi. Ahoué vieux, mi manque mia. Que mi joa, mi avait vendredi soir routine zizi mais alors, mi trop bavo. A bien pas. Attention, épisode amené quoi? Voir le chargé ignoré. Conjonction le menton long, confio. Bien, je vous vois venir. Hein? Voir, si vous voulez qu'on a planter une petite graine, ce n'est pas rien. Vous n'êtes pas vidé, puis quoi? Eh bon, être souvent goti. Mais et mon roi est balasio. Et mon que kunakme. Et bah la soutien essentiel à niveau no kui ouais au là non avancé au moment TV
Amrene vana limousine, même Aristote le disait. La vertu, c'est dans l'action. Bon, Aristote a moré à quoi? Aristote quoi, mais moi oui. Mais prendre un peu Kanye par exemple. Kanye a un temps quoi, moi y a des petits zonto gasiagame. Bon, les petits ok. Voir, on a de Konyebe, Socrate. Mieux vaut caler 10 fois plutôt que rester là, assis, hein, à philosopher, sans rien faire, sans jamais agir. Résultat, Éduqué? Toi? Prof Djoussi, tu crois que ce sont tes petites dictées forcées du samedi matin qui ont fait mon éducation? Et ça encore, c'est quand tu étais sobre. Attends. Éduqué? Ne me fais pas rire. C'est Atali Lionel qui a été la figure paternelle constante dans ma vie. Si quelqu'un mérite d'être appelé père, c'est lui. Pas toi. Pas toi, Cyprien. Allô? C'est vrai que ça fait rigoler. Ça se passe en français et puis en Mina, c'est comme ça que vous avez écrit le scénario ou après ça a été réadapté comme ça? Non, j'ai écrit tout en français, mais je précisais à chaque fois, enfin je crois au début de chaque scénario, on suppose que tout est en Mina, sauf si c'est précisé que ça doit être en français. Dans la première saison, Ellie, c'est le seul qui parle français, vraiment. Donc, il est le seul à parler. Sinon, tous les autres, c'était vraiment un mélange de Mina français, comme on le fait dans ici, nos quotidiens. Voilà. Ouais. Alors, Cyprien, qui ne donne pas, on va dire, entre guillemets, la bonne éducation à son fils, c'est aussi nos réalités ici, vous pensez? Ah oui. Il y a énormément... enfin, le problème, c'est que on nous dit souvent que nos parents sont nos dieux, mais il y a de ces parents-là qui sont vraiment toxiques et qui, on va dire, ne sont pas... Leur influence n'est pas du tout bénéfique à leurs enfants. Donc, il y a de ces parents irresponsables, tout comme il y a des parents qui sont présents, qui font tout ce qu'ils peuvent. Donc, on a de tout, en fait. C'est comme les enfants. Les enfants, il y a des enfants irresponsables, tout comme il y a des enfants qui sont, on va dire, sur la ligne droite, quoi. Donc, oui, il y a de tout. Il y a de tout ici. Est-ce qu'il ne fallait pas aussi penser à d'autres langues que le Mina ou le français? En fait, le problème, c'est que on devait aller avec la langue que nous maîtrisions, nous. Parce que si on décide de le faire en kabyé, c'est que tous les acteurs doivent parler kabyé. Alors que tous les acteurs ne parlent pas kabyé. Si on décide de le faire en kotokoli, c'est qu'on doit avoir énormément d'acteurs qui ne parlent que kotokoli. Et le réalisateur doit pouvoir comprendre ce que les personnages disent. Voilà. Donc, si le réalisateur ne peut pas comprendre, c'est compliqué. Parce que je me dis peut-être la langue serait une barrière pour certains qui voudraient aussi suivre quand même la série. Voilà, mais c'est pour ça qu'on a des sous-titres en français et en anglais. Donc, même pour ceux qui sont togolais, pour moi, j'ai écrit le scénario, mais Cyprien ou Atavi, il sort toujours ces proverbes en Mina pur que je ne connais pas. Et j'ai besoin, à chaque fois sur la saison 2, j'ai dû l'appeler plusieurs fois parce que c'est moi qui ai fait les sous-titres. J'ai dû l'appeler plusieurs fois pour dire, OK, ça veut dire quoi exactement? Et donc, les sous-titres, en fait, ça nous aide. Même ceux qui sont togolais, ça nous aide. Ouais. Merci beaucoup, Madi, d'être passée sur le plateau de la balade matinale. Alors, c'est vrai que je l'avais posé déjà cette question, mais pour ceux-là qui souhaiteraient devenir scénaristes, c'est quoi la base tout de suite si on ne peut pas aller faire des études? C'est de participer à des ateliers de formation parce qu'il y a le festival, comment ça s'appelle? Émergence. Oui. C'est, on va dire, un des festivals, sinon le festival principal de cinéma ici. Ils offrent des ateliers parfois. Donc, ils peuvent participer à ces ateliers comme ça. Il y a des trucs en ligne qu'ils peuvent faire des recherches et participer à des ateliers ici et là. Quand il y a des festivals un peu partout,
la plupart du temps, ils offrent ces genres d'ateliers. Donc, quand on est juste amoureux de livres ou encore qu'on aime passionnément la lecture, on ne peut pas juste quitter de l'amour du livre à la Il faut les scénarisation. bases parce qu'il y a des règles à suivre en scénarisation. Il faut connaître les règles pour pouvoir les briser, en fait. Donc, pour moi, c'est toujours bien de commencer avec la formation. Oui. Comme ça, à partir de ça, plus on travaille, plus j'apprends tous les jours, même si ça fait des années que je suis dans le domaine. Donc, pour moi, la formation est importante. D'accord. Ouais. Voilà. Il suffit pas de regarder des films ou d'écrire ou lire encore des romans pour devenir scénariste, mais être dans la formation. J'ai oublié de poser la question côté dramatique de la chose. Lorsqu'on veut devenir vraiment dramatique dans son scénario, comment est-ce qu'on fait? On change de peau? On change de veste? Tout dépend de l'histoire. Dans la saison 2 d'Ahoué, on va dire qu'il y a plus de drame que la première saison. Et donc, quand c'est comme ça, tout dépend de la façon dont c'est traité, en fait. Socrate, il apporte cette touche d'humour-là. Les domestiques apportent cette touche d'humour. Mais Socrate, par exemple, quand il doit être sérieux, il est sérieux. Donc, tout dépend de la façon dont c'est traité. D'accord. Ouais. Je comprends que c'est un milieu assez créatif. Il faut s'adapter au jour le jour pour pouvoir être à la page. Et les personnages peuvent t'emmener dans une direction qui n'était pas prévue. Socrate, au début, il n'était pas censé être comme ça, mais il a décidé. Voilà, ça c'est un peu la folie des scénaristes. Merci beaucoup, Madi, d'être passée sur Radio Jenna. Nous sommes à la fin donc de cet entretien. Qu'est-ce que vous allez nous dire en guise de conclusion? Merci beaucoup pour l'accueil. Merci pour les questions qui étaient très pertinentes. C'était de la fraîcheur, en fait, ces questions. Et vendredi, aujourd'hui, on est vendredi à 19h. C'est le rendez-vous. Soyez câblés pour l'épisode 2 d'Ahoué. D'accord. Il n'y a pas de formalité, hein, on va juste sur YouTube, on tape Ahoué Web Série et vous serez sur la page. À 19h. Et donc, pour ceux-là qui souhaitent également chatter avec Madi, l'opportunité sera là pour pouvoir échanger avec elle et poser des questions en direct dans le chat. Nous étions avec Madi Foltek, scénariste togolaise, celle-là même qui a écrit la série Ahoué que vous aimez si bien regarder. Fini pour la balade matinale de ce jour. Je vais vous donner rendez-vous lundi à partir de 8h pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Agréable week-end à tous. Bye. Vous venez de suivre la balade matinale, votre dose d'énergie et de bonne humeur avec Canal Box, la fibre à toute vitesse.